C'est parti pour un nouvel épisode de Watchlist. C'est la fin de la semaine, on a eu tout de même une belle semaine au niveau notamment du CAC 40. C'est l'occasion de faire le tour du portefeuille Nani et de vous dire un petit peu ce qui a changé, ce qu'on a renforcé, ce qu'on a acheté, ce qu'on a vendu. J'aime bien parler de moi à la troisième personne, si j'ai l'impression d'être quelqu'un. Avec-moi. Non, je rigole. c'est une façon de parler, hein, bien sûr. Vous savez que je me prends pas au sérieux. Alors, première info, le saumon n'a pas la cote. Aïe, aïe, aïe. Il suffit que j'en parle pour que ça se casse la gueule. L'État nous tourne le dos. Alors, face à ce désengagement, à son manque de soutien, Dans ce qui s'est passé pour Sanmar et Mowi, donc les deux valeurs sur lesquelles je suis, qui font du saumon, ont pâti le 14 décembre de la décision de la Banque de Norvège de relever son taux directeur, contrairement à la BCE et contrairement à la Fed. Malheureusement, ils ont décidé d'augmenter leur taux, donc forcément, le marché norvégien n'a pas trop aimé. Nexity a fait une belle remontée, donc là, c'est des prises de bénéfices quand même. Vous voyez, parce que la drogue, c'est mauvais, vous voyez. Ça fait en 5 jours. On a eu un sacré boom, hein, donc merci Jérôme. Donc voilà, on va pas se plaindre. Realty Income, ça fait un mois que ça reprend, donc ça c'est bien. ROK, ça pareil, ça fait un mois, c'est la fête du slip. DNO, ça a pris cher à cause du pétrole. En revanche, j'ai des petites infos sur DNO. Les blocs, donc des blocs dans le cadre du cycle d'attribution de licences offshore au Royaume-Uni. Succès de l'évaluation d'Ophelia et la nouvelle découverte Kier. De nouvelles réserves. Donc DNO annonce le succès du deuxième puits d'évaluation de la découverte Bergknapp en mer de Norvège. Ok, a annoncé l'achèvement avec succès du deuxième puits d'évaluation. Les volumes récupérables actuellement estimés par l'opérateur entre 50 et 100 millions de barils. Donc le programme d'exploitation d'évaluation de mer du Nord en 2023 conduit à 4 découvertes d'exploration réussies, 2 puits d'évaluation réussis et 2 trous secs. Désolé. Des fois je rigole pour rien. Qu'est-ce qui est long, dur et que les femmes n'ont pas? Celle-là, Michel, elle est connue, hein, c'est le service militaire. Non, c'est la bite. Dehors. Donc voilà. GTT, on a renforcé GTT parce que du coup ça faisait un mois que ça se cassait un peu la gueule. J'avais un PRU de 87 et j'ai un petit peu renforcé à la hausse tout du long. J'ai renforcé dernièrement à la faveur de nouvelles informations. Accord de coopération avec CSSC en Chine. Hyundai, les cuves, 2 cuves d'éthanier en plus. Contrat 17 méthaniers. Donc 17 méthaniers, c'est juste énorme quoi. Donc voilà, ils ont un carnet de commandes qui n'en finit pas de se remplir. Et sincèrement, je vois pas l'action. Ah merde, je suis bloqué. Ouais, et sincèrement, je vois pas l'action. Je vois pas l'action redescendre. Il y a aucune raison que ça n'atteigne pas les points hauts. Donc là, GTT, moi, j'ai encore très très confiance. Hein. Je me dis qu'il y a encore de la place pour, malgré la belle hausse, il y a encore moyen d'aller chercher du résultat. On a renforcé un tout petit peu aussi Euronext à la faveur d'un chouille de baisse. Très très belle boîte. Moi, j'aime beaucoup. On a acheté Veolia, on en parlera tout à l'heure. Jardine, on est vraiment super bas. Là, en 6 mois, ça a pris 20% de la gueule, donc chute à l'arrière du peloton. Il y a moyen d'aller chercher aussi, un truc chouette là. Qu'est-ce qu'on a renforcé d'autre? Baidu. Alors j'ai renforcé. Quand est-ce que j'ai renforcé? J'ai renforcé un petit peu avant la présentation des résultats. Imeris, ça reprend, hein. Depuis un mois, ça se reprend bien. Il y a eu quand même une sacrée baffe. Mais en tout cas, le lithium a le vent en poupe là sur l'année 2024. Ça fait pas mal d'émissions. Il y a une émission de Bloomberg, d'ailleurs je l'ai mise dans le PowerPoint, où l'analyste de Morningstar dit que le lithium, ça va être la folie. L'émission de Smart Bourse d'hier, avec un des intervenants qui dit que le lithium, ça va être... Donc on a un bruit de fond sur le lithium qui commence à être pas mal. On a acheté, alors si vous avez suivi la dernière vidéo, vous savez que c'était en watchlist. On a acheté cette semaine.
Ok, Tencent, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, sur l'année, on est flat, hein. Sur l'année écoulée. Donc ça veut dire que c'est une valeur qui est quand même vachement plus résistante que les autres valeurs chinoises, qui ont pris cher, qui ont pris très très cher. Fanuc, ça y est, ça remonte. On a eu des guidance qui ont été dégradés en juillet, donc là on a eu une chute vertigineuse jusqu'à novembre, et là ça commence à reprendre, ça commence à remonter, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien que ça remonte, ça fait du bien. Je suis rentré à la faveur de la grosse chute là, donc je suis rentré dans ces eaux-là. Alibaba, ça remonte. Depuis 5 jours, ça a pris 5%, donc ça, c'est chouette. J'aime bien. Alors, le Hong Kong Stock Exchange, donc ça, c'est le Euronext chinois, qui a pris un boost, qui a pris un sacré beau boost là sur les 5 jours. Sur la semaine écoulée, sur l'année, il a pris quand même très cher. J'avais fait une vidéo dessus. Alors, c'était une de mes premières vidéos, donc elle est pas performante. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, regardez cette entreprise, regardez les marges qu'elle fait. Juste allez sur Zone Bourse et regardez, on va y aller. Ben, vous savez quoi, on va le faire. Là, on a un PER qui est à 25,08 pour le HKEX. Donc pour HKEX, on a des rendements qui s'apprécient forcément. Un PER historique qui est à 39, ok. Entre 70 et 68% de marge, entre 59 et 58% de marge nette. Voilà, donc on a fait le tour du portefeuille, et là on va passer sur le petit PowerPoint. Alors, je suis rentré dans BASF. Non, pas du tout. J'ai revendu BASF cette fin de semaine. Deux raisons. Au fur et à mesure des recherches, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de risques qui concernent, un, la situation de l'Allemagne, deux, la crise énergétique. Bien que d'un point de vue géopolitique, on se rapproche, de mon point de vue, et là c'est juste mon avis, d'un règlement du conflit russo-ukrainien. Bien que dès qu'on aura un règlement du conflit, je pense que d'un point de vue boursier, on va avoir une réaction plutôt positive à ça, notamment au niveau des bourses européennes. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça va laisser des traces. En tout cas, d'un point de vue du gaz et du pétrole russe pour la Russie, c'est pas gagné. Pour la suite des événements, c'est pas gagné. Et on sait que BASF est vraiment très 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 sensible à ça. Donc, pour moi, c'est vraiment un risque qui est trop important. D'autant plus que concurrence est vraiment très très rude pour BASF. On a une valeur qui a été vendue. Ouais, j'étais censé faire de la place. Je sais. Donc j'ai sorti 2 valeurs. J'ai sorti Worldline, j'ai sorti BASF, mais j'en ai rentré 4. Et oui, je suis faible, je suis désolé. C'est vrai que chacun ses petits plaisirs, hein. Moi, j'aime acheter des actions. Si je faisais encore la lettre au Père Noël, cher Père Noël, envoie-moi des actions Microsoft, file-moi des actions Tesla. Vu que le Père Noël n'a pas répondu, j'ai investi moi-même avec mon argent sur des actions. Alors, j'ai pris du BYD, j'ai pris du Johnson & Johnson, du Valeo et du Eurofins. Alors, BYD, on en a parlé lors du dernier watchlist. J'ai trouvé qu'on avait un point d'entrée qui était intéressant. Donc je suis rentré à 24,36. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment une ligne pour commencer à suivre la valeur. Johnson & Johnson, pareil, 155. On va voir ce que ça donne. C'est aussi une ligne pour commencer à rentrer dans la valeur. On a un petit rendement qui est sympathique déjà, donc de base. C'est un dividende king selon Morning. Je crois qu'il y a 30 ans de dividende. Ensuite, Valeo. Pareil, toute petite ligne. Donc Valeo, 14,11 de PRU, 2,71 de rendement. Je vous ai parlé de Valeo lors de la vidéo sur la robotique. Leur besoin de capteurs. Notamment sur les capteurs et notamment sur le LiDAR. C'est le numéro 1 mondial en ce qui concerne cette technologie qu'on retrouve notamment dans les voitures électriques et les voitures autonomes, et aussi pour tout un tas d'applications. On a un point d'entrée qui est vraiment très très faible. Eurofins Scientifique, alors j'ai un biais parce que c'est une boîte, j'ai bossé pendant 8 ans dans la restauration. J'avais un restaurant. Quand Eurofins passait, c'était... C'était un petit peu à chaque fois la croix et la bannière. Déjà, ils se pointent en plein service, donc c'est un peu la merde. Ils font leur boulot, ils viennent faire les prélèvements, faire toutes les vérifications de sécurité. Voilà, moi je les ai connus par ça. En regardant un petit peu ce qu'ils faisaient, on voit qu'ils font des tonnes d'autres choses. Mais voilà, mon premier contact avec Eurofins, c'était le type en blouse blanche qui se ramène dans ton établissement et qui fait Hey, salut, je viens vous contrôler. Voilà. Présentez votre permis, s'il vous plaît, et les papiers du scooter. Pour la petite histoire, j'ai un perru qui, de mon point de vue, est pas trop mal. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. On est sur une tendance un petit peu haussière. On va parler de ces entreprises-là. Alors, Valeo.
une tendance au niveau du chiffre d'affaires avec des résultats qui sont vraiment plutôt bons. Des guidance qui ont été confirmés sur les ventes, sur les bidas, sur le free cash flow. Ils ont eu un impact limité par rapport aux grèves américaines. Donc c'est assez limité, mais quand même. Quand même, ça a un impact de mon point de vue. Donc des guidance qui ont été réaffirmés, une amélioration de l'EBITDA, une amélioration des marges et une très belle amélioration des marges. 2,4, on passe à 3,2 et 4%. Pour 2025, l'objectif 6,5. Des free cash flow, pareil. Très belle amélioration, sachant que ils ont affirmé qu'ils allaient déployer leur argent au règlement de la dette. Ces temps d'incertitude en termes de taux. Une exposition géographique, donc Asie et marché émergent. Ils ont du Mexique, ils ont de l'Europe de l'Est, ils ont de la Chine, ils ont du Asie du Sud-Est. Donc c'est très équilibré finalement. Faible exposition aux États-Unis, grosse exposition à l'Europe, notamment à l'Allemagne, hein, bien sûr, mais on est quand même de l'asiatique, de l'américain, du français. Ils ont un gros partenariat, bien sûr, avec Stellantis et Renault. Donc on est plutôt équilibré, dérisqué. Je trouve que le fait qu'ils soient autant splittés, c'est vraiment pas mal. Alors, Johnson & Johnson. Alors, je voulais quand même... ça, c'est un clin d'œil, hein, ça n'a pas de valeur, mais on a donc Warren Buffett qui a vendu ses Johnson & Johnson. Attention, il a vendu ses Johnson & Johnson, mais lui, il les avait achetés à $83. Donc il avait un PRU qui était quand même... voilà. Et Bill Gates qui rentre sur Johnson & Johnson et qui a un PRU de $160. Voilà. Je vous ai mis le petit Guru Focus Score de 2023. Il est moins bon que 2022 et 2021, bien sûr, parce qu'il y a le Covid. On reste sur une entreprise qui est très profitable, qui a une bonne croissance, qui financièrement est solide, mais qui, bien sûr, a beaucoup moins de momentum. PE de 11, le ROE, hein, je sais pas si vous aviez vu, c'est 30%, c'est assez fou. On a mis un doigt de pied sur la valeur. Je pense pas que je vais le regretter, on va voir ce que ça donne, on va voir. Et je vous tiendrai au courant, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir suivre un petit peu l'évolution Eurofins, des résultats qui sont en croissance par rapport à 2022. Donc, on arrive maintenant à une croissance organique de l'entreprise qui fait du 6,9% au Q3, 5,8% sur les 9 mois écoulés. Donc voilà, on a une accélération. Pas monopolistique, mais ils sont très très bien positionnés. Donc ça veut dire qu'ils ont un mode solide. En tout cas, voilà, des guidance qui sont maintenus entre 2023 et 2027 avec des guidance qui sont vraiment ambitieuses, hein, une marge à 24%, des revenus auxquels on va quasiment faire prendre 3,5 milliards, donc c'est énorme. Europe, Amérique du Nord, reste du monde, une entreprise française qui est mondiale. Pas mal, non? C'est français. C'est une belle aventure. J'ai pris une petite ligne, on va voir ce que ça donne, on va suivre la valeur, on va essayer de creuser beaucoup plus profondément sur la valeur, mais sincèrement, belle société, et surtout pour l'instant, actuellement, une belle opportunité. Et ça? C'est cadeau. Ça, c'est BYD. BYD, je voulais vous montrer ça parce que il y a quand même de sacrés groupes qui ont acheté du BYD dernièrement. Donc, on a Ray Dalio avec Bridgewater qui rentre un petit peu comme une balle dans BYD au 30 septembre. Ken Griffins de Citadel Advisor qui a doublé sa position sur BYD. Là, actuellement, il a un PRU de 59, c'est pas mal. BlackRock qui a augmenté un petit peu sa participation avec un PRU avec un PRU à $30. Ok, ils sont vraiment dans les bons coups, nos amis de BlackRock. Alors ça vaut ce que ça vaut. Je trouve ça rigolo de suivre les achats, les ventes, mais voilà. En information qui date du 6 décembre 2023, BYD va racheter 28 millions d'actions pour booster la confiance des investisseurs. 8 décembre, la croissance des ventes de voitures en Chine s'accélère en novembre. La croissance des ventes de véhicules particuliers en Chine a accéléré en novembre sur un an. Les ventes ont augmenté de 25% sur un an. Le mois dernier pour atteindre 2,1 millions d'unités après une hausse de 9% enregistrée en octobre. Donc les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 39%. Elles représentent 40% des ventes totales de voitures, dans un contexte d'intensification des promotions des remises de fin d'année. La CPCA prévoit que les ventes de véhicules particuliers en Chine atteindront 22 millions d'unités en 2024, tandis que la croissance pourra atteindre 5% si les exportations vers la Russie poursuivent leur forte progression. BYD
a établi un nouveau record de vente en novembre et est en passe de devenir le premier constructeur automobile national à atteindre 3 millions de ventes de véhicules par an. Les concessionnaires en Chine sont confrontés à une pression énorme pour atteindre des objectifs opérationnels et de vente à l'approche de la fin de l'année, ce qui pèse sur leurs revenus. Tesla, qui a lancé une guerre des prix en Chine au début de l'année, a fait marche arrière en procédant à 5 ajustements de prix à la hausse depuis la fin du mois d'octobre. Lauren Tan, Director of Asia Equity Research chez Morningstar, vous ne voyez pas du rouge, vous voyez du potentiel vert. J'essaye de vous hypnotiser. Aie confiance, crois en moi. Si vous voyez du rouge maintenant, c'est que ça peut que redevenir vert. Oh, désolé. En substance, dans cette vidéo, je mettrai un extrait. Yeah, I mean, some of the EVs, we like BYD, for example. We have liked it for a little while now. We do expect on a short-term basis for EV sales to pick up over the next 1 to 2 quarters, and that's going to bring back some interest into these names that. Elle dit que les investisseurs vont revenir sur les actions chinoises. Elle parle notamment de BYD et du lithium. Si vous êtes encore là, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. D'ailleurs, si vous faites partie de ces 180 abonnés, je vous remercie. Merci beaucoup. Mais aidez-moi à grandir. Donnez-moi de la force. Forcément, ça peut que me motiver à continuer et à produire des vidéos. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt. 日本刀が必要で。一体日本刀を何に使うんですか？切りたいネズミがいるから。